Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Il ne se passe pas une semaine sans que le constructeur automobile Renault soit au cœur de l'actualité, au point que Franck Ferrand ait eu envie de se pencher sur le passé de cette entreprise emblématique de l'industrie française. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous l'avez dit, on entend pas mal parler en ce moment de ce que les médias ont surnommé la marque aux losanges, assez souvent en mal, il faut bien le dire. Aujourd'hui même, il est question de ce cas pénible de suicide au travail. Je vous avoue que moi, c'est un sujet auquel je suis toujours très sensible, ça. Enfin, je ferme la parenthèse. On a évidemment beaucoup parlé ces derniers temps de la fausse affaire d'espionnage. De manière plus positive, il est question ces jours-ci dans la presse d'un lieu de mémoire dédié aux usines Renault dans l'île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Mais ce ne sont pas directement ces dossiers-là qui m'ont donné envie de vous parler de Renault aujourd'hui. Vous, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le procès intenté à l'État par les petits-enfants de Louis Renault. Voilà, on peut rien vous cacher, Julia. Effectivement, la semaine dernière, les 8 petits-enfants de Louis Renault, le grand fondateur, ont déposé devant le tribunal de grande instance de Paris une assignation destinée à obtenir l'indemnisation du préjudice matériel et moral qu'ils estiment avoir été causé par la nationalisation sanction infligée aux usines Renault à la Libération. Or, derrière cette démarche juridique se cache une grande question historique, une question qui est quand même restée taboue pendant plus de 60 ans. Alors quelque chose me dit que les questions vont affluer sur Internet et sur la page Facebook de l'émission. Eh bien tant mieux, dans la mesure du possible, nous essaierons d'y répondre. h 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. À cette époque, la Seine était encore limpide. Elle faisait la joie des pêcheurs à la ligne, des peintres en plein air et des canotiers. On se rendait déjà sur l'île Seguin, mais plutôt le dimanche pour des parties de campagne, comme celle tellement savoureuse que France 2 a diffusée hier soir dans la collection Chez Maupassant. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Julia, mais c'était délicieux. Une partie seulement. Parmi les familles qui viennent se reposer là, dans les années 1880, figurait celle d'un marchand de tissus de Billancourt, également fabricant de boutons, qui était installé à Paris, place des Victoires, où il vend toutes sortes de fournitures pour tailleurs. Monsieur Alfred Renault est un de ces marchands vertueux, vous savez, ces marchands qui rêvent pour leur progéniture d'une belle promotion sociale, si possible dans le commerce, mais pas forcément. Il a eu 5 enfants, Alfred Renault, dont 3 fils, et le plus jeune d'entre eux, né en 1877, est un drôle de petit bonhomme. Louis est en effet passionné de technique. Et sans rien demander à personne, pour vous donner un exemple, il a équipé sa chambre d'adolescent de tout un éclairage électrique. Inutile de vous dire qu'à l'époque, l'éclairage électrique, c'est pas encore très répandu. Ben lui, il a tout son système. C'est un passionné de technique, donc, et plus encore de mécanique. Dès son jeune âge, il a nourri pour les machines une véritable prédilection, au point de monter en bateau sur la Seine dans le seul but de voir les turbines en action. Vous savez, ces gamins qui sont toujours à regarder les moteurs, à essayer de voir comment tout ça fonctionne. Il est exactement comme ça. Tous les jeudis, parce qu'à l'époque, c'est le jeudi qu'on est en repos quand on était écolier, tous ces dimanches, il les passe chez un ferblantier de Billancourt à forger, à limer, à ajuster des pièces, et un jour, à la gare Saint-Lazare, il parviendra même à se cacher dans le tender d'une grosse loco à vapeur de l'époque. Le tender, c'est le wagonnet qui suit juste la machine et dans laquelle on entrepose le charbon, et le voilà comme ça, passager clandestin, qui s'en va jusqu'à Rouen au milieu de la grosse mécanique en action. Souvenir inoubliable pour lui. Et puis, au moment de l'exposition universelle de 1889, l'expo de 89, c'est celle qui a vu notamment la Tour Eiffel s'élever dans le ciel de Paris. Au moment de cette exposition, il a donc 12 ans. Eh bien, pour lui, c'est la révélation. J'emploie le mot à dessein, c'est pas trop fort. Il voit en effet fonctionner sous ses yeux ébahis, c'est un enfant un peu mono-axé, je vous l'accorde, il voit fonctionner le tricycle à vapeur de Léon Serpollet, une espèce de machine invraisemblable, c'est une espèce de toute première automobile, vous savez. C'est pas d'ailleurs exactement une automobile, mais ça peut être considéré comme l'ancêtre de nos voitures automobiles.
Le gamin est emballé et dès la semaine suivante, il se précipite chez l'inventeur dont il a retenu l'adresse. Le modeste atelier de Serpollet se trouve rue des Cloïs, c'est derrière Montmartre, dans le nord du 18e arrondissement. Et désormais, presque chaque soir après la classe, notre collégien ira chez Serpollet. Alors il se fait tout petit, bien entendu. Généralement, il reste à côté de la porte d'entrée de cette espèce de grand garage qui sert d'atelier, mais il assiste aux essais et le cœur bondissant, il voit les progrès modifier, transformer la machine de Serpollet. Il a sympathisé avec quelques ouvriers. Il devient, si vous voulez, un habitué. Il fait bientôt partie du paysage. Et un jour, Léon Serpollet, qui sans doute est touché par son enthousiasme juvénile, lui propose de monter à côté de lui sur l'engin. Vous imaginez, le jeune Louis Renault, il n'en croit pas ses yeux. C'est la première grande émotion de sa vie. On peut dire que c'est une carrière qui s'est dessinée ce soir-là. Alors, c'est décidé, Louis va se créer son propre atelier. Il l'installe dans la cabane de jardin que ses parents possèdent dans l'île Seguin. Et comme il n'a pas les moyens naturellement de fabriquer une automobile à vapeur, eh bien, il se lance dans la construction d'un petit bateau. Oh, il est très assidu à ce travail-là, peut-être plus du reste qu'à ses devoirs scolaires. Louis n'est pas très bon écolier, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est notamment assez mauvais dans les matières littéraires. Il restera toute sa vie un cancre en orthographe, notamment. Son père est conscient de ce qu'il a identifié comme une vocation d'ingénieur. Et il voudrait que son fils fasse Centrale, la grande école des ingénieurs, évidemment. Seulement, entre-temps, Alfred Renault finit par mourir et ce sont les deux frères de Louis, ses deux frères aînés, Fernand et Marcel, qui reprennent la maison de la place des Victoires. Alors, Louis va tenter Centrale, il échoue, il n'insiste pas tellement. Lui, ce qu'il passionne, ce qu'il captive, c'est son petit atelier de l'île Seguin. En 1896, il finit par rencontrer les frères Delaunay-Belleville, qui n'ont pas encore créé leur marque de voitures de luxe, mais qui possèdent une petite usine de mécanique automobile. Eh bien, Delaunay-Belleville engage Louis Renault comme dessinateur. En 1897, Louis doit s'en aller effectuer son service militaire. Oui, il est même grand temps. Et quand il revient, il se décide à réaliser lui-même, tout seul, sa première automobile. On parle plus de vapeur, là, attention, on est déjà dans le moteur à explosion. Il travaille à partir d'une carcasse de tricycle de Dion-Bouton, toujours dans le petit atelier de l'île Seguin. Comment vous décrire cet atelier ? C'est une espèce de baraquement, si vous voulez, de bicoque, qui empeste évidemment l'huile et le cambouis, qui est largement vitré, des petites vitres très hautes, couvert de lierre, tout ça, c'est sous les arbres, c'est bucolique, c'est charmant, on est à la belle époque. À cette époque où même la recherche industrielle reste aimable. Du reste, Louis a le look de son temps. Imaginez la moustache affûtée, la tignasse brune sous un chapeau melon, le regard très décidé, tout à fait le genre brigade du Tigre, vous voyez. Bon. Il travaille en bleu de chauffe, autant la nuit que le jour, avec un camarade, et il donne naissance à ce qu'il nomme lui-même la voiturette 3/4 de cheval, qui atteint quand même 50 km/h de croisière, ce qui à l'époque est pas mal du tout, et une puissance suffisante pour monter sans peine les coteaux de Saint-Cloud. Seul problème, le prix de revient de cet engin, puisque ça coûte quand même 1500 louis or à la fabrication, autant dire une fortune. On est encore très loin de la voiture de grande série. En 1898, Louis Renault innove. Il invente le système dit de la prise directe. Alors je me suis renseigné là juste avant cette émission, parce que moi je suis vraiment pas fort en mécanique, mais c'est un système tout simplement qui permet de passer les vitesses c'est une transmission directe, si vous voulez, sans système de chaînage, de courroie, de transmission, etc. Bref, ce système va être repris par tous les constructeurs. À présent, Louis est en mesure de fabriquer une voiture de la nouvelle génération. On appelle ça une conduite intérieure. Il y a là tout de même de quoi épater les frangins. Et d'ailleurs, Marcel et Fernand décident d'épauler le petit dernier. Allez, ils vont fonder ensemble la société Renault Frères. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck nous retrace dans son récit le parcours de Louis Renault, le grand fondateur de la marque Losange. Alors là, le jeune Louis Renault vient juste de créer sa société. Reste à faire la réclame, on dirait nous la publicité des nouveaux ateliers, tout petits ateliers pour l'instant, qui se trouvent à Billancourt. Et pour ça, le seul moyen à l'époque, c'est de gagner des courses automobiles. C'est la discipline qui commence à faire florès. Dès le 19 octobre 1899, Louis remporte la course Paris-Rambouillet et retour. En 1900, on le voit disputer les courses Paris-Bordeaux, Paris-Toulouse et retour, ainsi que Paris-Berlin. C'est cette même année 1900 que Marcel, à bord de la voiturette rouge 14 chevaux, devient presque célèbre en remportant la course des courses, le Paris-Vienne. Et il la remporte à la barbe de Mercedes, de Panhard-Levasseur et autres serpolets. Il bat même le record de vitesse du train le plus rapide d'Europe à l'époque, le rapide de l'Albergue. On en parle beaucoup dans la presse, évidemment, et tandis que l'empereur François-Joseph regarde ces drôles d'inventions d'un œil de dinosaure, Louis glisse à l'oreille de son grand frère préféré: qu'est-ce qu'on va prendre comme commande en rentrant? Vous voyez, il y a toujours aussi ce côté, ce commerçant qui est derrière, évidemment. Sur l'île Seguin, on va pouvoir allumer les lampions et faire la fête. Cette fois, l'affaire Renault Frères est bien lancée. L'atelier donne à plein régime. Il faut le transformer carrément en usine. À Billancourt, on a dû sacrifier la pelouse et abattre des platanes pour installer le nouveau hangar. Et dès 1903, les usines Renault emploieront quelques 600 personnes qui produisent 1000 voitures. Vous voyez que tout va bien, on croise les doigts. Ne le dites pas trop fort, ça prend de l'expansion tout ça. Trop tard, la nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Marcel, le cher Marcel, le frère préféré de Louis, vient de se tuer dans la course Paris-Madrid. Si j'ose dire, dans l'esprit de Louis, la fête est finie. La décision s'impose, Renault abandonne la compétition sportive. Désormais, à Billancourt, on va se concentrer sur la fabrication, dans une usine où se retrouvent finalement les principes de vertu du père Alfred. Vous savez, le père Alfred, dans sa boutique de la place des Victoires. Vous avez peut-être reconnu cet extrait de la bande originale des temps modernes de Chaplin. Alors chez Renault à l'époque, c'est devenu le rite. Le patron innove et le bureau d'études applique. Ainsi, notre génie de la mécanique invente-t-il coup sur coup un nouveau dispositif d'allumage, une bougie qui peut se démonter, des amortisseurs hydrauliques et plusieurs types de carburateurs qui font l'objet de 7 brevets en même temps. Dès 1906, les artères de Paris et bientôt de New York vont se couvrir de voitures de couleur rouge. Ce sont les taxis Renault qui bientôt, en 1914, vont entrer dans l'histoire. Vous savez, grâce à Gallieni, sous le nom de taxi de la Marne. Ou comment une nouvelle invention, l'automobile, peut faire basculer l'histoire d'un seul coup. Du reste, pendant la Grande Guerre, Renault fournira les fameux petits chars de 7,5 tonnes qui, lors de l'ultime offensive de juillet 1918, vont faire la différence face aux Allemands. Alors pour revenir à 1906, l'usine de Billancourt produit cette année-là 1619 véhicules et 2 ans plus tard, on est déjà à 4600 voitures. Vous voyez, l'industrie automobile est en plein décollage, c'est un filon exceptionnel pour les fabricants qui ont survécu. Parce que pour quelques dizaines de réussites, on compte comme toujours des centaines d'échecs. Évidemment, ça on ne le dit jamais, mais il faut le préciser bien sûr. Non seulement Louis Renault a su insuffler à son entreprise une grande rigueur, ça c'est le fond de son caractère, mais on peut dire aussi qu'il ne manque pas d'une certaine astuce commerciale. Il est imbattable notamment sur le plan du positionnement. Louis a compris que le nouveau marché n'est pas limité, loin s'en faut, aux voitures particulières. Alors il va fabriquer des autobus, des ambulances, des camions,
fabriqueront bientôt des moteurs d'avion, moyennant quoi Renault n'est jamais en retard d'une innovation. On parle toujours de Ford, vous savez, de son rôle pionnier dans l'introduction du travail à la chaîne. Eh bien, je regrette, mais c'est chez Renault que la spécialisation poussée des tâches a d'abord vu le jour dès 1912. Il n'y a d'ailleurs peut-être pas trop de quoi s'en vanter, pour tout vous dire. Les ouvriers vivent ça très mal, naturellement. Et notamment l'introduction du chronométrage qui donne lieu à une grève sévère. Les ouvriers refusent ce qu'on appelle le travail aux pièces. Vous connaissez l'expression, on n'est pas aux pièces. Eh bien là, chez Renault maintenant, on est aux pièces. Et sur ce point, comme sur les autres, Louis Renault est intraitable. Ce sera le travail aux pièces ou rien du tout, clame-t-il. D'ailleurs, les obligations créées par l'économie de guerre vont bientôt faciliter et développer ce travail à la chaîne. Et au lendemain de la guerre, alors qu'un concurrent sérieux se manifeste déjà, André Citroën, dont les ateliers sont quai de Javel, Louis Renault s'intéresse de plus en plus de son côté à l'aéronautique. Ces moteurs vont rendre possible la belle épopée de l'aéropostale avec Mermoz, Saint-Exupéry et les autres évidemment. Dans le domaine de l'automobile, si on doit y revenir, c'est l'époque de la concentration industrielle. Le nombre de constructeurs français est en train de diminuer à vue d'œil. Au départ, il y en avait des milliers. Vous savez, chacun construisait son petit engin dans son garage. Et puis, petit à petit, il y en a eu de moins en moins. Ils sont encore 120 en 1920. Ils ne sont plus que 85 en 1935. Et par ailleurs, la France a beau avoir inventé l'automobile, elle est en train de se faire dépasser à l'échelle mondiale par les États-Unis d'un côté, par l'Allemagne et bientôt l'Italie en Europe. Dans l'Hexagone, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, une voiture sur 5 sort néanmoins de Billancourt, même si la production a été stabilisée chez Renault. 38 000 voitures par an, on se tient à ce chiffre-là. Le sérieux, la constance de Louis Renault sont souvent comparés à la fantaisie, à l'esprit d'aventure d'André Citroën, qui en apparence tout au moins est beaucoup plus détendu. Il est vrai qu'il flirte en permanence avec la faillite. Vous savez qu'André Citroën finira par mourir avant la guerre. C'est un personnage beaucoup plus flamboyant et amusant, il faut bien le dire, pour une émission de radio que Louis Renault. On a fait plusieurs émissions sur Citroën déjà. Mais en fait, Louis Renault fait partie de ces gens qui gagnent à être connus, comme on dit. Il faut s'approcher du personnage pour découvrir ce qu'on appelle un grand monsieur. Lui maîtrise, il contrôle la situation, il avance à pas compter. En 1925, il est en situation d'investir toute l'île Seguin. C'est le lieu béni de son premier atelier. Vous savez, c'était la petite baraque, la bicoque de jardin de ses parents. Il fait construire une passerelle qui relie cet îlot de la Seine donc à la rive droite. Vous connaissez, si vous vous promenez de temps en temps dans la région parisienne, vous ne pouvez que connaître cette île Seguin, dont pendant très longtemps on s'est demandé ce qu'elle allait devenir. Vous verrez dans la deuxième partie de cette émission qu'on commence à le savoir. Pour Louis Renault, c'est vraiment son point d'ancrage. On l'appelle partout le maître de Billancourt, mais lui, il est l'homme de l'île Seguin. Ce qu'il est en train de construire sur l'île Seguin, ça devient sa cathédrale. Visiblement, c'est un rêve de jeunesse qui se réalise. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes toujours sur Europe 1, au cœur de la vie de Louis Renault, Franck. Alors, dans l'usine de Billancourt, la chaîne de montage était déjà longue, mais ce qu'est en train d'installer Louis Renault sur l'île Seguin après la guerre, c'est extraordinaire. Une chaîne de montage qui mesure 1,5 km en ligne. C'est le lancement de la production en série cette fois, un peu sur le modèle de Ford. Du reste, comme Ford, qui à l'époque est devenu leader mondial, Renault se lance dans l'intégration verticale, c'est-à-dire qu'il maîtrise les industries de base qui vont servir ensuite à la construction des voitures. Renault se lance notamment dans la sidérurgie et à l'autre bout de la chaîne se mettent également en place des sociétés de financement, de crédit, etc. Désormais, Louis Renault règne modestement, c'est son tempérament qui reste modeste, sur un véritable empire dont la surface concrète à Billancourt est de la taille d'une ville moyenne. Le budget de Renault dépasse le milliard de francs en 1932 et c'est un budget entièrement contrôlé par le patron en personne. Certains murmurent tout bas par le tyran. Chez lui, pas de crédit, quasiment très peu de recours aux banques, il se méfie du système bancaire comme de la peste, il possède du reste 97% de son propre capital, pas d'esbrouf non plus, vous savez qu'il n'a pas une grande tendresse pour la publicité naissante, Louis Renault. Son but est ailleurs,
pour produire davantage et produire moins cher. Il n'est jamais question chez lui d'épater la galerie comme chez d'autres, et je jette un regard du côté de Javel. Il ne faudrait pas oublier au passage Peugeot, qui, grâce notamment au succès de la Peugeot 201, dépasse Renault en 1937. On parle maintenant de la guerre commerciale entre le Lion de Montbéliard, le Losange de Billancourt et les Chevrons de Javel. Disons-le franchement, Louis Renault n'est pas un homme de communication. Il aime convaincre et séduire, et les femmes l'adorent. Mais le fond de son caractère est assez inflexible, d'où de manière chronique une sorte de guerre larvée avec une partie de sa base ouvrière qui est travaillée, il est vrai, par la CGT. Il ne faut pas s'y tromper, Louis Renault n'est pas indifférent aux questions sociales, seulement il les conçoit un petit peu comme dans les siècles précédents, de façon paternaliste. C'est un patron, un peu rigide sans doute, mais qui, s'il est dur, l'est avant tout envers lui-même. Il mène au reste une vie sobre, assez simple, entre sa maison de l'avenue du Bois et ses propriétés d'Erqueville et des îles Chausey. Finalement, un homme très moderne sur la forme, mais plus traditionnel sur le fond, pour ne pas dire un petit peu dépassé. Je ne vous ai pas dit qu'il est malade, et même très malade depuis 1934 au moins. Il souffre d'insuffisance rénale majeure, et quand survient la Nouvelle Guerre en 1939, il a déjà 62 ans. Il apparaît à ce moment-là peut-être un peu derrière ou en dessous de la situation, ce qui ne veut pas dire qu'il ait, comme on l'a tellement répété, activement collaboré avec l'occupant. On verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Dès 1940, l'usine est placée sous contrôle allemand, à un moment du reste où Louis Renault se trouve aux États-Unis, lui, de son côté. La menace qui pèse sur les usines Renault est terrible. Il est question de démonter les machines et d'aller les expédier en Allemagne, avec au passage le personnel nécessaire. Les Allemands commandent à Billancourt pendant l'occupation 42 000 voitures. Or, non seulement Louis Renault ne se hâte pas du tout d'obtempérer, mais au contraire, il multiplie toutes sortes de tours de passe-passe pour s'opposer aux livraisons. Par ailleurs, et contrairement à d'autres industriels français, il va refuser de subventionner les nazis français. Il n'en est pas moins connu pour son anticommunisme, et ça, évidemment, à la Libération, ça ne pardonne pas. Vous savez que le Parti communiste a le vent en poupe en 1945. Louis Renault est très vite accusé de collaborationnisme, il est arrêté, il est maltraité, nous le verrons, il est emprisonné dans des conditions incroyables, un traitement d'autant plus choquant que Louis Renault, très dépressif depuis que l'aviation britannique a bombardé ses usines en mars 1942, souffre d'aphasie. Vous savez, il a du mal à soutenir une conversation normalement. Et pire peut-être à ses yeux, on parle de confisquer son œuvre. Louis Renault, je serais tenté de dire heureusement pour lui, est mort avant d'assister à la nationalisation de son entreprise. Il est mort à Fresnes le 24 octobre 1944, quelques semaines seulement avant la décision gouvernementale. Alors, pourquoi cette nationalisation ? Eh bien, nous allons y revenir tout à l'heure. Il faut que je précise à ce stade que l'industrie automobile au lendemain de la guerre entre dans une nouvelle phase, celui de la concurrence planétaire entre les grandes firmes mondiales. Et on peut se poser la question de savoir si Louis Renault aurait pu prendre ce nouveau train. C'est difficile à dire, évidemment. Le 16 janvier 1945, au terme de l'ordonnance numéro 4568 du gouvernement provisoire, les usines Louis Renault sont donc nationalisées. Nous verrons tout à l'heure dans quelles conditions. Il se trouve qu'aujourd'hui, 66 ans plus tard, les petits-enfants de Louis Renault attaquent cette ordonnance de 1945 portant confiscation et nationalisation. Ils estiment que la décision portait atteinte à plusieurs principes constitutionnels. Eh bien, pour parler de tout ça, juste après le flash, je serai en compagnie du mari d'une des petites filles de Louis Renault qui se trouve être en même temps docteur en histoire et le biographe de Louis Renault. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On vous retrouve Franck avec votre invité aujourd'hui, Laurent Dingly. Il est historien, romancier et auteur notamment de Louis Renault chez Flammarion. Exactement, docteur en histoire. Et vous êtes aussi, il faut dire Laurent Dingly, vous êtes aussi l'auteur de cette très belle biographie de Robespierre dont nous parlions il y a 2 jours, donc je le signale. C'est plus récent d'ailleurs que votre biographie de Louis Renault. Oui, elle a 4 ans de différence. Alors je précise, c'est important pour l'entretien que nous allons avoir, que vous êtes le mari d'une des petites filles de Louis Renault, Hélène Renault Dingly donc.
ce qui fait de vous un historien très engagé dans cette affaire. Alors je reviens à l'ordonnance numéro 4568 du gouvernement provisoire de la République française, ordonnance du 16 janvier 45, décrétant que les usines de Louis Renault sont confisquées et nationalisées. C'est Pierre Le Faucheux, qui était un ancien déporté, responsable des FFI de la région parisienne, qui prend les commandes du grand navire désormais public. On parlera maintenant de la Régie Renault. Ultime cadeau involontaire du maître de Billancourt. Dans ses coffres, les nouveaux patrons vont découvrir les plans de 2 nouveaux modèles, la très bourgeoise 11 chevaux et puis la beaucoup plus populaire 4 chevaux que Louis Renault avait tenu prête secrètement en attendant la libération. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'est un énorme paradoxe, mais que c'était presque une chance pour Louis Renault d'être mort quelques semaines avant la nationalisation de ses usines. Mais après le bombardement de 1942, ça aurait été un coup supplémentaire terrible pour lui. Je crois que pour lui, ce qui a été le plus difficile, c'est en effet le bombardement de 1942, parce qu'il voyait réduire à néant toute son œuvre, dans la perspective aussi de la reconstruction d'après-guerre qu'il avait déjà pensée, à laquelle il songeait depuis le début de l'occupation. Mais en revanche, je ne suis pas certain que la nationalisation aurait été pour lui une sorte de coup de poignard dans le dos. Je crois que c'est surtout le discrédit qui a été jeté sur son nom, l'opprobre, qui, en effet, là, bien sûr, l'a affecté lorsqu'il a été emprisonné. Mais la nationalisation en elle-même, je crois que Louis Renault, s'il était attaché à son œuvre, il avait bien conscience, depuis bien longtemps, de la dimension nationale qui dépassait sa personne, finalement. Alors dans l'action en justice qui est actuellement en cours, j'imagine qu'il y a comme parmi les motivations celle de réhabiliter cette mémoire de Louis Renault qui est devenue un véritable tabou de l'histoire contemporaine. C'est en tout cas ce que vous faites vous dans votre biographie de Louis Renault. Quels sont les points sur lesquels s'appuient les 8 héritiers de Louis Renault pour demander aujourd'hui des comptes à l'État français ? Première chose, et la plus importante, c'est que Louis Renault a été condamné par le biais de cette nationalisation sanction sans avoir été jugé, puisqu'il est mort le 24 octobre 1944. Condamnation sans procès, là, pour le coup. Absolument. Et donc, vous l'avez rappelé, cette décision du 16 janvier 1945 bafoue plusieurs principes de notre Constitution. On dit en droit que nul n'est punissable que de son propre fait. Or là, en l'occurrence, ce sont les héritiers de Louis Renault et non pas lui qui sont punis, si tant est qu'il y ait punition, puisqu'il n'y a pas eu de procès, comme vous dites. On serait donc pas loin de la voie de fait. C'est en tout cas ce que soutient l'action en justice. C'est par ailleurs un cas unique. C'est la seule entreprise qui, à la libération, et comme ça, a été nationalisée. C'est la seule... En tout cas pour sanction. Pour sanction. C'est ça. Tout à fait. Mais on peut remonter même beaucoup plus loin dans l'histoire de France. En tout cas, sous des régimes démocratiques, on n'a pas d'exemple de condamnation d'un homme mort. C'est sans exemple dans l'histoire de France. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une action est introduite en justice. Il y en avait eu une dès 1959. À l'époque, le Conseil d'État s'était déclaré incompétent parce que l'ordonnance de 45 avait valeur de loi. Donc, il ne pouvait pas juger d'une loi, évidemment. Il ne pouvait pas connaître d'une loi. Mais depuis 2008, il y a eu une révolution du droit français dont on ne parle peut-être pas suffisamment, qui est la question prioritaire de constitutionnalité. Oui, alors moi, la QPC. Je ne suis pas juriste, mais en tout état de cause, cette loi permet en effet de voir qu'est-ce qui est dans cette décision de 1945 a enfreint les principes constitutionnels que nous évoquions tout à l'heure. Et c'est ça qui permet en effet parce que le but de cette action, en quelques mots, c'est pas comme je l'entends, de récupérer des sommes faramineuses d'argent. Évidemment, les enjeux financiers sont colossaux. Mais la démarche a été la suivante, c'est que toute démarche de réhabilitation bute sur la nationalisation sanction. Parce que réhabiliter Louis Renault... L'un justifie l'autre, en fait. Exactement. Réhabiliter Louis Renault, cela signifie qu'on remet en cause, on critique cet acte fondateur, un des actes fondateurs de la libération. Et
promulgués par le général de Gaulle et ses ministres. Je me suis promené, si je puis dire, dans la documentation. J'ai toujours cette extraordinaire documentation de Laurent Le Chatelier, dont je parle régulièrement à ce micro, et je me suis promené dans tous les articles qui ont été faits dans les années 50, dans les années 60, etc. Et ce qui est fascinant, c'est le dérapage de presque tous ces articles. Dès qu'on arrive aux années 38, 39, 40, ça y est, on a l'impression que les auteurs sont comme en service commandé pour salir en quelque sorte la mémoire de Louis Renault. C'est assez univoque comme approche. Parce que je crois que Louis Renault constituait évidemment un symbole très fort. Il était un des plus grands patrons de France et d'Europe. On a voulu changer de modèle économique après la guerre, ce qui était tout à fait, somme toute, légitime, mais pas au prix du déshonneur de cet homme. Et donc, il y a aussi toute une explication a posteriori des événements qui a voulu faire croire que le patronat dans son ensemble, et Louis Renault en particulier, ont voulu se venger des réformes du Front populaire et en acceptant Hitler, la collaboration, etc. Donc il y avait une revanche patronale par rapport à 1936. Et lorsqu'on regarde en détail et les archives de l'époque du Front populaire et celles de la période de l'occupation, on voit que la réalité ne correspond pas du tout à cette vision idéologique forgée a posteriori. Nous allons revenir sur Louis Renault et essayer d'approcher de plus justement, disons, sa mémoire juste après la publicité. Vous venez d'écouter un extrait d'un Américain à Paris de George Gershwin sur Europe 1, Franck. Il faudrait que nous trouvions un terme pour désigner un très petit extrait. En fait. Un mini-extrait ? Un mini-extrait, voilà, on pourrait dire ça. Louis Renault a été arrêté le 23 septembre de cette année 1944 et je lis à la page 519 de la biographie que lui consacre Laurent Dingly. Imaginons-nous quelques instants à la place de Louis Renault. Depuis un mois, il est l'objet d'une violente campagne de presse qui l'accuse d'avoir trahi son pays. Il est presque incapable de parler, mais ne veut pas suivre la justice. Convoqué pour une simple comparution, il se rend librement au tribunal pour témoigner de sa bonne foi. Puis, tout s'écroule en quelques instants. À peine a-t-il tenté quelques phrases qu'il est arrêté et conduit en prison. Louis Renault est effondré. L'inspecteur de police Guy témoigne. Durant tout le trajet, il s'efforça de contenir ses larmes, mais en vue des murs de Fresnes, il n'y tint plus, s'effondra en pleurs sur mon épaule. « Ah, monsieur Guy, s'il n'y avait pas mon fils, je me suiciderais. » On a oublié les conditions terribles, non seulement de l'arrestation, mais du traitement réservé à Louis Renault au moment de la libération, Laurent Dingly. Des conditions en effet terribles, d'une très très grande injustice. Louis Renault, donc, qui est un homme de 67 ans, qui est âgé, qui est très fatigué. Très malade, on peut dire, oui. Très malade, une vie usante de travail et malade. Il souffrait d'urémie, mais des crises très graves d'urémie, qui vont évidemment s'aggraver sous les conditions de détention dans lesquelles il va être abandonné, et sans soins, parce qu'on va refuser pendant trop longtemps la visite du médecin. Est-ce qu'il aurait même été battu ? Il a été battu. On le saura, il y aura des témoignages, différents témoignages, évidemment non apparentés à Renault, qui vont être entendus en 1956 lorsque sa veuve va déposer plainte contre X pour assassinat. L'assassinat ne sera jamais prouvé. Je considère, pour ma part, qu'il n'y a pas eu d'assassinat, mais il y a eu une maltraitance très importante. Et est-ce qu'on peut appeler de la non-assistance en personne en danger ? Absolument, c'est tout à fait l'expression qui convient. Et il va être, lorsque son neurologue, le professeur Marion, qui était très connu, va pouvoir intervenir finalement, il va avoir ce sera trop tard, il va évacuer, je suis obligé de rentrer dans ces détails sordides, mais des résidus franchement sanglants, ce sont ces termes. Louis Renault va tomber dans le coma et il va mourir à la clinique Saint-Jean-de-Dieu. On va le transféré, mais au dernier moment. Et il va être aussi entendu par des psychiatres qui vont conclure à des accès de démence sénile. Ils hésitent entre, évidemment, l'aphasie et aussi l'urémie peut avoir des complications méningées, parce que c'est une intoxication qui remonte jusqu'au cerveau et donc qui produit ce genre d'effet. Alors ce traitement extrêmement dur et violent, et puis la décision gouvernementale qui lui fait suite de confisquer et nationaliser les usines, tout ça était censé s'inscrire dans la suite de comportements qui ont été beaucoup reprochés à Louis Renault. Alors il faut qu'on entre maintenant dans le détail de ces comportements et dire d'abord que vous avez eu accès à un certain nombre d'archives fondamentales et notamment au dossier de justice de Louis Renault.
c'est en effet une des pièces maîtresses. J'étais le premier à pouvoir avoir eu la chance de le consulter par dérogation du ministère de la Justice, car ce sont des documents qui ne sont pas librement communicables. Et ma grande surprise, ça a été de constater que les charges, il n'y a pas de charge contre Louis Renault. Le dossier n'est pas vide parce qu'il y a beaucoup d'auditions, il y a beaucoup mais il n'y a pas de charge réellement contre Louis Renault. On dit qu'il avait négocié avec les Allemands, par exemple. Alors négocier avec les Allemands, c'est tellement vague, parce que d'un mot, je voudrais revenir sur le préambule de l'ordonnance de 1945, qui va être en quelque sorte un acte accusatoire de Louis Renault. Et c'est sur cela que va se fonder toutes les accusations postérieures. Et ce qui est très frappant, c'est que ce préambule est très très vague. On dit, alors que le travail des usines Renault pour la France, pour la mobilisation de la France pendant la guerre a été notoirement insuffisant. Et je dis bien, ce notoirement est une insulte sur le plan juridique, parce qu'on dirait que c'est la rumeur qui l'emporte sur les faits. Sa production pour l'armée allemande a été particulièrement importante. Donc on reste dans le flou, on reste dans le vague volontairement, car en vérité, le général de Gaulle et ses ministres ont tous les chiffres déjà. Il les avait cités dans les projets de réquisition qui, eux, respectaient la légalité républicaine, la loi de 1938, avec un versement d'indemnité. Et là, au contraire, on disait que la production de Renault pour la France avait été très importante, 65 000 véhicules, cite le texte des ministres du général de Gaulle. On va gommer cet élément important pour le remplacer par notoirement insuffisant. Donc on voit qu'il y a vraiment un arrangement qui va avoir lieu entre l'incarcération de Louis Renault à sa mort. Après sa mort, on passe à une confiscation pure et simple. Est-ce que Renault a fabriqué ou réparé du matériel pour les Allemands? Alors, Louis Renault... Quand je dis Renault, là, je parle de l'usine. Bien entendu. Alors, il faut, en deux mots, on peut résumer la situation, parce qu'on va lui reprocher aussi une chose très très fantaisiste, c'est de s'être précipité pour se mettre au service de l'occupant. Ce qui est grotesque, parce qu'en juin 40, lorsque les usines Renault sont séquestrées, mises sous séquestre par l'armée allemande, par les Allemands, eh bien, Louis Renault est aux États-Unis encore. Il a été envoyé par le gouvernement Reynaud, de Paul Reynaud, pour accélérer la fabrication de chars, parce que la France est aux abois. Il y a l'offensive du 10 mai 40, bientôt du 10 juin 40. Eh bien, il faut très vite accélérer les fabrications de guerre, avoir du matériel. Il va rencontrer le président Roosevelt. Donc, loin de se mettre à la disposition des occupants, il va rentrer seulement la fin juillet 1940 en France. Et à ce moment-là, il y a déjà des commissaires allemands. Une autre précision importante, c'est que sur des milliers d'entreprises françaises qui travaillent sous l'occupation, il n'y en a qu'une cinquantaine qui sont sous le contrôle direct des Allemands, qui ont des commissaires. Et ce sont évidemment le cas des usines stratégiques. Ce qui justifie peut-être le bombardement des Alliés, d'ailleurs, en 1942. Oui, tout à fait. Parce que la production de Renault à cette époque, pendant toute la période de l'occupation, c'est à peu près un peu plus de 30 000 camions, c'est-à-dire à peu de choses près, c'est ce qu'a fabriqué Citroën pendant l'occupation. Citroën qui ne sera pas inquiété à la Libération. Du tout, oui, c'est ça. Alors, sur Internet notamment, un débat très vif vous oppose à Annie Lacroix-Riz, donc historienne aussi de cette période. Vous lui répondez très, très longuement. Alors, sur un certain nombre de points, on ne peut peut-être pas tout reprendre, mais sur la question notamment des rencontres entre Louis Renault et le chancelier Hitler. Il l'a rencontré en 1935, en 1938 et en 1939. Oui, et ce sont les trois dates en effet. Et à chaque fois, au cours du salon automobile de Berlin, la première fois, il l'a rencontré un peu plus longuement. Il l'a rencontré pendant 2 heures la chancellerie du Reich. Il faut se remettre dans le contexte de cette période parce que c'est facile. C'est pour ça que je dis le chancelier Hitler. Je ne l'ai pas dit par hasard. À ce moment-là, l'Allemagne n'a pas commencé à réarmer. Lorsqu'on voit les textes, 35-36, Léon Blum lui-même déclare qu'il est prêt à aller parler de paix avec Hitler. En tout cas, qu'il ne met pas en doute la volonté de paix du chancelier allemand, ce qui évidemment nous paraît avec le recul complètement aberrant. Maurice Thorez, le dirigeant du Parti communiste, fait la même démarche. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer cette rencontre. Louis Renault a gardé un souvenir terrible de la Première Guerre mondiale. Il a visité le champ de bataille à l'issue après l'armistice et comme des millions de Français, pas seulement, et d'Européens, plus jamais ça. Il se dit on veut
on peut pas revivre ça. Et donc il veut donner une chance à la paix. Ça ne fait pas de lui pour autant un zélateur du régime nazi, ni même un sympathisant de l'extrême droite, qu'il n'a jamais été, contrairement à ce qu'on a fait. Ça, c'est la dernière chose. On est un peu pressé par le temps, mais juste un mot là-dessus. On l'accuse, et c'est notamment l'historienne dont je parlais, d'avoir subventionné ou d'avoir aidé quelque part certaines ligues ou certains mouvements d'extrême droite, notamment juste avant la guerre. Oui, mais bon, je ne veux pas me contenter de polémiquer, mais Madame Lacroix-Riz est une historienne stalinienne qui ne reconnaît même pas certains crimes commis par Staline pendant les grandes purges de Staline. C'est très difficile de discuter avec elle et d'échanger avec elle parce elle nie les faits. Elle dit par exemple que les usines Renault n'étaient pas sous la contrainte, ne travaillaient pas sous la contrainte pendant l'occupation, alors que tous les historiens l'ont reconnu. Non, on peut pas dire que Renault a financé l'extrême droite. Au contraire, il a écrit, nous avons les archives, il condamne les révolutions fascistes en 1937. C'est visible par tout le monde, donc... Donc on a véritablement modifié les choses et on a voulu salir la mémoire du personnage. C'est incontestable. Alors, ce que nous demande une de nos auditrices par Facebook, Edwige a dit qui avait intérêt à ruiner la réputation de Louis Renault. Alors, je crois qu'il y a beaucoup ça a arrangé pas mal de personnes. Tout d'abord le Parti communiste, parce que les communistes, à ce moment-là, veulent faire tomber ce symbole du grand patronat. Et d'ailleurs, c'est le secrétaire général de la justice, qui est l'avocat du Parti communiste, qui va faire arrêter Louis Renault en 1944. On veut s'attaquer à ce symbole du grand patronat exécré, en le chargeant de tous les maux, donc en disant qu'il était d'extrême droite, alors qu'il ne l'a jamais été, qu'il a collaboré activement avec l'Allemagne nazie alors qu'il ne l'a pas fait. Il y a aussi, dans une moindre mesure, mais ça a été une réalité dès les années 30, Renault a aussi été une des cibles de l'extrême droite, paradoxalement, à ce discours dont on vient de parler. C'est que l'extrême droite française lui reprochait de concentrer ses usines au port de la capitale, c'est-à-dire finalement de créer un grand foyer d'agitation révolutionnaire. C'est l'image du communiste avec le couteau entre les dents qui allait... Bon. Et donc on reprochait à Renault de ne pas écouter, d'être têtu, de promouvoir cette agitation révolutionnaire. C'est en tout cas une des explications. Alors, un lieu de mémoire pour les Renault, c'est ainsi que c'est présenté, pas pour Louis, mais bien pour les Renault, va être installé sur l'île Seguin très bientôt. Et nous avons en ligne le directeur général de la Société d'aménagement d'économie mixte Val-de-Seine Aménagement, qui est chargé de piloter cette opération, qui s'appelle l'opération Île Seguin Rive de Seine. Bonjour André Moine. Oui, bonjour. À quelle échéance est-ce qu'on va pouvoir se rendre sur l'île Seguin pour visiter, je ne sais pas, pour voir, pour évoquer les usines Renault et ce passé industriel ? Ça sera assez rapidement puisque nous allons faire cette opération en deux temps. D'abord une phase qui va avoir lieu très prochainement dans le cadre de la construction d'un petit pavillon, enfin d'ailleurs c'est important tout de même, puisqu'il fait 300 à 400 mètres carrés, dans lequel on retrouvera toute une fresque historique qui démarre avant d'ailleurs l'épopée Renault, c'est-à-dire vers le milieu du 19e siècle, et qui va se prolonger jusqu'à la fin, je dirais, de l'aménagement que nous sommes en train de mettre en œuvre sur les anciens terrains Renault. Donc ce sera quelque chose qui va durer à peu près 150, 170 ans. Et qui, bien entendu, fera une place très très importante à deux choses. L'épopée Renault, sur à la fois la mémoire industrielle de Renault, la mémoire des hommes qui ont fait Renault, et qui se terminera par la présentation du projet d'aménagement, qui n'est plus d'ailleurs qu'un projet, puisqu'il est quand même déjà en grande partie réalisé. Et il y aura... le travail de Jean Nouvel, là, dont vous parlez, c'est ça ? Oui, pour l'île, mais il y a également toute la partie sur la rive de Billancourt également. D'accord, oui. Qui était d'ailleurs la grosse partie de l'usine. C'était ce qui s'appelle le trapèze.
Et effectivement, le travail de Jour Nouvelle sera présenté sur l'île, le projet qui est en train d'être adopté en ce moment par la ville de Boulogne-Billancourt. Alors le bâtiment dédié aux usines Renault, c'est un bâtiment donc provisoire que vous installez en ce moment. Alors pour l'instant, je vous dis, c'est un bâtiment provisoire dans lequel il y aura tout cet ensemble. Et nous passerons à une phase plus pérenne lorsque nous passerons à l'aménagement même de l'île Seguin. Il est réservé à l'entrée de l'usine par le pont d'Aïdé, qui est un des deux ponts historiques d'accès à l'île. Les deux ponts, le pont d'Aïdé qui va du Trapèze à Lille et le pont Sébert qui va de Lille à Meudon. Donc, à l'entrée de l'île, côté pont d'Aïdé, on retrouvera un lieu de mémoire. André Moine, dans ce lieu de mémoire, quelle place sera réservée au fondateur, à Louis Renault ? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Pas encore. Ça, je n'en ai aucune idée. Bon, ça, en ce moment, beaucoup de choses se disent sur le Renault, mais là, franchement, c'est pas du tout notre sujet. Hein, c'est pas du tout notre sujet. Pour l'instant, ce que nous avons fait sur le pavillon, ce pavillon qu'on peut qualifier d'éphémère, c'est une histoire industrielle, en fait, hein, c'est ça. Industrielle et l'histoire des hommes qui ont travaillé chez Renault. Hein. Et puis de l'architecture peut-être aussi, puisque j'en ai moi un souvenir assez étonnant, c'était un ensemble tout à fait spectaculaire. Merci beaucoup André Moine, nous irons donc voir ça dès que ce sera disponible. Et merci beaucoup Laurent Dingli d'avoir contribué à réhabiliter la mémoire de ce grand industriel français, de ce Louis Renault. Ça s'appelle donc Louis Renault, tout simplement. C'est dans la collection Grande Biographie chez Flammarion. On peut encore le trouver ? Oui, absolument, oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci.